Alexandra Henrion-Côte, bonjour. Vous êtes généticienne, vous êtes titulaire d'un doctorat en génétique de l'Université Paris Diderot, vous êtes ancienne directrice de recherche de l'hôpital Necker à Paris, et vous avez envoyé un tweet en me mentionnant, mais ce tweet m'a interpellé. Vous disiez ceci: je vais essayer de garder mon calme et de retenir mes larmes. Le produit qu'on injecte massivement et dont on réclame une 4e dose affecte le cycle menstruel d'une femme. Au moins 10% des femmes, réduit de 22% la motilité globale des spermatozoïdes, etc., etc. Alors, Alexandra Henrion-Côte, on vous connaît, alors certains vous louent, d'autres vous gémonient, on vous traite de sulfureuse, mais vous n'avez pas changé de cap depuis 2 ans et demi que vous avez lancé l'alerte, vous avez donné l'alerte. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Mais écoutez, d'abord merci de me recevoir. Vous le dites justement, effectivement, l'image qu'on a donnée de moi est tellement détestable que je comprends tous ceux qui me détestent, puisque moi-même, si j'ai été confrontée à cela, je détesterais cette personne. Donc, merci. Eh bien, je vous avais dit à la première fois que j'étais venue en novembre 2020, toute première fois. Je suis pas venue souvent, je suis venue 3 fois. Ouais. C'est la 4e fois. Et la première fois, je vous avais dit, j'ai l'impression qu'on est revenu au temps des devins. Hélas, c'est religion, quoi, religion. Voilà, ouais. Et c'était parce qu'on nous prédisait des vagues que mon collègue Laurent Toubiana a très largement déconstruit, démonté pour l'affaire, pour essayer de donner des chiffres derrière ces éléments de langage. Et je constate que ces éléments de langage deviennent de plus en plus catastrophiques. C'est-à-dire qu'on acquiert un nouveau langage. Par exemple, il devient banal, entre guillemets, qu'une femme soit ménopausée à 30 ans. Non, ça n'est pas normal. Ça devient normal. Il y a eu plusieurs cas de ce genre. Oui, évidemment. Sinon, je ne les rapporterai pas. Ouais. Ça devient normal qu'on parle de myocardite, péricardite. Saviez-vous seulement ce que ce mot signifiait il y a de ça 2 ans? Ça devient normal que des jeunes en souffrent. Et vous voyez comment petit à petit on est, et puis alors ça devient normal que quand on vaccine une population, et pourtant je faisais partie de ceux qui croyaient en la vaccination, quand on vaccine une population à hauteur de 85, 90, 95%, il est normal de voir des pics épidémiques ressurgir et donc d'alterner ainsi des campagnes de vaccination, des pics épidémiques, des campagnes de vaccination, des pics épidémiques. Et on a l'impression qu'on prend ce rythme. Donc de là où on était sur des devins, je crois qu'on est tombé dans une propagande sur un produit qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a pas apporté la protection que nous aurions aimé qu'il apporte, et donc en fait je suis extrêmement malheureuse. Et effectivement, je peux le dire, je souffre au quotidien parce qu'en fait moi je suis confrontée tout le temps aux victimes de ce système d'une façon générale. Je dois avouer que donc voilà, c'est le fait de dire mais il y a cet aspect-là. Il y a aussi le Alors juste un mot, Alexandra Henrion-Côte. Vous avez dit, et je crois que c'est un peu le nœud du problème, et vous avez dit quelque chose de très fort en quelques mots, que vous ayez qu'on soit d'accord ou pas, mais vous dites il faut arrêter de traiter la population saine comme si elle était malade. Donc c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui se passe. C'est ça, que tout le monde est traité comme s'il était potentiellement malade. C'est ça. Et on a dérivé en même pas 2 ans à une maladie qui ne parle que à une médecine qui ne parle que d'une maladie. Donc ça devient la médecine d'une maladie, en l'occurrence le Covid. Je crains que ce soit la médecine d'une autre maladie. Là, en Angleterre, on est en train de parler de cas de polio. On a aussi parlé des cas de variole du singe. Donc on voit poindre le fait qu'on devienne à chaque fois une médecine d'une maladie avec une seule solution thérapeutique qui est évidemment la solution vaccinale, dite vaccinale, parce que ce sont tout le temps en vérité des injections géniques qui nous sont proposées. Donc on voit ce rythme qui est en train de prendre racine, où on alterne 3 étapes. Première étape, on nous fait peur
en disant, oulala, il y a un nouveau variant, il y a une nouvelle vague qui va arriver, et on est en plein dans cette psychose. Oui, c'est revenu là, les nombres de cas qui explosent, voilà, etc., voilà. etc. Deuxième étape, et je ne juge pas si elle est fondée ou pas, hein, cette première étape, mais voilà. Deuxième étape, on vous dit qu'il faut vous séparer les uns des autres. C'est là où je dis on traite la population saine comme si elle était malade. C'est-à-dire que ça devient la priorité de 100% des individus, de nos compatriotes. Et on doit se séparer, ne plus se toucher, ne plus se serrer la main, se donner des coups de poing, mettre des masques et se tester et s'isoler. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, et évidemment, j'ai une solution pour vous. Rassurez-vous, c'est cette vaccination chronique, cette fameuse AVC, abonnement vaccinal chronique, qui finalement, par hasard, vous avez choisi ça. Hein, écoutez, j'aime bien. D'habitude, je n'aime pas les acronymes, mais celui-là, je me suis permis de je sens. Vous l'avez choisi avec beaucoup de précision. Voilà, oui, alors donc vous dites A, c'est pour abonnement vaccinal chronique. D'accord. Et on voit bien que c'est cela, puisque là on est d'ailleurs en train de nous parler d'un vaccin qui marcherait contre Omicron que Moderna a développé. Voilà. On voit que désormais cette médecine que nous affectionnons, enfin vraiment très fortement, dont j'estime qu'elle était très puissante, toutes ces prévisions que j'avais faites, toutes ces alertes, ce n'étaient pas des prévisions, c'était uniquement basé sur la littérature scientifique. Donc on était bon. On est fort, on n'est pas des ignorants, on connaît les choses et on connaît. On n'est pas des complotistes. Vous n'êtes pas une complotiste. Non, alors ça, vous savez très bien que j'ai toujours détesté ce terme-là. Je continue à le honnir. Et certains disent non, c'est une décoration que tu as. Non, ce n'est pas une décoration que d'être insulté. Et puis revenons à la science. Vous avez raison. Alors, Covid, pandémie, maladie mondiale, masque, vaccin, le monde entier, effectivement, a s'est mobilisé là-dessus et continue de le faire. Évidemment, il s'agit d'empêcher le monde de mourir. Mais comment et de quelle façon? Et on voit très bien qu'un peu partout, aux États-Unis, plusieurs États, c'est autonome, décident de ralentir un certain nombre de vaccins, surtout pour les enfants, on va en parler. D'autres, par exemple, en Afrique ou en Inde, ils disent, attendez, ils ont dit à certains labos, oui, mais on veut que vous preniez la responsabilité, sinon, nous, on les prend pas, etc., etc. Et puis, ce matin, on parlait évidemment d'une augmentation extraordinaire, en tout cas très importante du nombre des cas en France, comme si on disait tiens, la guerre d'Ukraine s'enlise, on en parle un peu moins, est-ce qu'il n'est pas temps de ressusciter les vagues et les cas? Écoutez sur RMC ce matin. Le nombre de cas est sûrement sous-estimé. Les souches BA4 et BA5 arrivées il y a 2 mois en France devraient être dominantes d'ici 1 à 2 semaines, car ces nouveaux variants, et c'est là le problème, infectent plus facilement les personnes immunisées. Une immunité en légère baisse puisque les vaccins et les infections commencent à dater de plusieurs mois. Plusieurs spécialistes appellent donc à relancer la campagne de 4e dose pour les plus fragiles. Pour le moment, ils sont moins d'un tiers chez les plus de 80 ans à l'avoir reçu. Alexandre Henriot-Coude, vous pouvez décrypter, c'est intéressant quand même. C'est intéressant quand même, voilà, c'est-à-dire que, alors je suis contente d'entendre ça sur une radio qui n'est, sur une chaîne qui n'est visiblement pas taxée de complotisme. C'est clair, parce que cela, pour une fois, corrobore magnifiquement les études des publications scientifiques qui sont sorties ces derniers temps. Un Lancet, deux New England Journal of Medicine, qui vont exactement dans le même sens, que vous avez un effondrement de votre réponse immunitaire, que ce soit au niveau de vos anticorps et de façon plus préoccupante de votre réponse, on va dire, cellulaire, qui est rythmée par la répétitivité des injections. Ce que je ne comprends pas dans cette intervention, c'est pourquoi il n'y a pas la conclusion. Donc, il dit il dit il faut la 4e dose. Voilà. Alors là, c'est là où les bras m'en tombent. En général, on dit on ne change pas une affaire qui gagne. Alors je me demande où est le gain. Parce que là, en revanche, ça n'est pas une affaire qui gagne, c'est une affaire qui signe son échec.
Car encore une fois, une vaccination, si vous êtes vacciné contre le tétanos et que vous chopez le tétanos, est-ce que vous allez me dire que le vaccin fonctionne et qu'il faut reprendre une dose? Logiquement, vous réagissez sainement et vous dites je crois que j'étais pas protégé par ce vaccin. Très bien, bonne conclusion. Alors pourquoi n'avons-nous pas la même conclusion sur ces vaccins anti-coronavirus? Quelle mouche nous a piqué pour que nous ne comprenions pas que à partir du moment où nous sommes vaccinés, nous devons être protégés, que si nous ne sommes pas protégés, c'est que le vaccin ne fonctionne pas. Et pire que cela, ce vaccin a des effets indésirables très important. Et ça, vraiment, alors je sais que le gouvernement a donné l'apparence, la mascarade d'écouter, d'auditionner les victimes. Oui, au Sénat. Au Sénat aussi, au Sénat, la commission d'enquête du Sénat. Mais quand on lit leur rapport et quand on voit que les noms de mes collègues, en l'occurrence le docteur Amin Umlil et le docteur Or Saulnier, ne figurent pas dans les propos rapportés dans cette audience, alors qu'il n'y avait que 3 voix dissonantes contre les autres, contre la dizaine d'autres. Oui, je dis qu'il y a un problème. Je dis qu'il y a un problème, mais je vais même aller plus loin. Je vais même parler de négationnisme de la terrible réalité des effets indésirables. Parce que effectivement, nous y sommes confrontés. Quand je vous interpelle sur mon tweet, c'est qu'effectivement, j'étais assez désespérée. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Véran nous a donné la propagande que ces vaccins n'altéraient pas la fertilité, la fertilité tout court. Oui. Quelle est la réalité des choses? Le ministère de la Santé israélien dit il y a 10% des femmes qui souffrent de troubles menstruels, sans qu'on ait la moindre idée de quel est l'impact sur la fertilité. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le cycle menstruel est assez central à la fertilité des femmes. Et quant aux hommes maintenant, on a pris des donneurs de sperme, on les a pris avant vaccin. C'est une étude israélienne. On les a pris post-vaccin, dose 1, dose 2. On les a pris à des temps étalés dans le temps. C'est une étude tout à fait remarquable qui n'appelle aucune critique et qui démontre que la motilité globale, en fait, c'est un paramètre qui tient compte à la fois du volume du sperme, à la fois du nombre de spermatozoïdes et à la fois de la motilité. Eh bien, ce paramètre, qui est le paramètre de la fertilité, réduit de 22% par les vaccins. Et ils établissent la corrélation? Mais ils l'établissent parce qu'ils ont pris chez ces mêmes personnes, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est chez mêmes donneurs de sperme, ils ont pris avant et après. Donc c'est incontournable. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'effectivement, il y a un souci. Alors, Dieu merci, dans cette étude, il montre que c'est réversible à T3, alors 3e temps, dans le temps, ça semble revenir à des paramètres normaux. Mais je pose exactement la même question que je pose pour les femmes. Est-ce que c'est parce que votre cycle menstruel revient et que votre TMC, donc ce paramètre global de la fertilité des hommes, revient? Est-ce qu'il n'y a pas une altération plus profonde? Parce que il y a finalement cette interaction du tissu qui supporte vos spermatozoïdes ou vos ovocytes et qui nourrit vos cellules. Donc il y a une question majeure et il y a d'un côté la propagande, ça n'altère pas la fertilité, et d'un autre la réalité qui observe un certain nombre de dysfonctionnements rapportés même par des ministères de santé israéliens. Oui, mais Alexandre Arioko, le problème toujours se pose. On dit mais écoutez, on a vacciné des milliards de personnes, des milliards. C'est d'autant plus préoccupant. Oui, mais est-ce que ces milliards de personnes, franchement, vous n'avez pas des cercueils dans les rues, vous n'avez pas des gens allongés en train d'agoniser. Oui. Je veux dire, alors, donc, est-ce que justement, est-ce qu'on n'est pas en train de... Alors, on avait peut-être gonflé l'angoisse, est-ce qu'on n'est pas en train de gonfler les dangers? Oui, alors, vous avez raison et c'est toujours un travers possible, et donc je veille à moi-même, surtout que je suis sensibilisée sur le sujet, sur le plan émotif, donc vous avez complètement raison qu'il faut savoir raison garder, mais quand la base de données de l'OMS vous rapporte 3,9 millions d'effets adverses graves, d'effets secondaires graves. 3,9 millions d'effets adverses. Oui. Vous vous dites bon c'est pas que dans ma tête. Quand dans ces 3,9 millions, ce sont la deuxième catégorie dans l'ordre, c'est des troubles neurologiques. Vous dites donc en fait il y a véritablement un problème. Et quand vous prenez la distribution par âge, je ne sais pas si on peut montrer ce graphe qui est assez simple de cette base de l'OMS. Montrez-le, attendez, montrez-le à la caméra. La caméra étant... La caméra étant là. Là.
Alors voilà, comme ça. Approchez, oui, très bien. Voilà. Très bien, Eh bien, en fait, on voit la distribution par âge de ces effets indésirables graves. Et vous voyez qu'évidemment, celles des extrémités vont être les plus jeunes et les plus vieux respectivement. Et celle du milieu, celle la plus importante, ce sont les 18-44 ans. Cela, pour moi, est très préoccupant. Alors, non, je ne crois pas que ce soit que dans ma tête, ou alors c'est aussi dans la tête de beaucoup de victimes. Non, mais c'est important, et vous avez raison d'insister, parce que, alors, je ne fais pas partie de ceux qui ont dit tout le monde va mourir. Vous le savez très bien, je vous ai dit, il y a plus d'effets de formes graves. Ça, c'était lorsque j'étais venue chez vous en décembre 2020. Je vous alertais sur la base des données de Pfizer qu'il y avait plus de formes graves dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. Alors, évidemment, les gens s'attachent fortement à ce que ça protège des formes graves. Alors ça, c'est vraiment le dernier bastion, parce que comme ça protège pas de la transmission, ni ça, de la... tout le monde le sait aujourd'hui, ça. Voilà. Mais sur les formes graves, les gens le savent moins. Et continuent à vous dire, l'autre jour, j'ai écouté cet Américain, journaliste, qui interrogeait le Dr Fauci, et qui disait, il avait été hospitalisé d'un Covid après être triple vacciné, et qui disait, heureusement que j'ai été vacciné, parce que je n'ai pas eu la forme grave. Alors là, vous dites, mais alors écoutez, là vraiment les bras, voilà, encore une fois, les bras m'en tombent. Donc vous voyez qu'il y a un décalage, et je le comprends, parce que quand vous avez fait quelque chose auquel vous croyez, et que vous pensiez que c'était bien, ou alors que vous l'avez fait pire, contraint et forcé, pour des raisons de passe, et ça serait aussi important de revenir, à ce moment-là, vous allez trouver toutes les justifications de la Terre, parce que vous ne pouvez pas vivre dans l'angoisse. Et je fais partie de ces gens qui disent à tout le monde, rassurez-vous, nous mourrons tous, et donc pour essayer d'étendre l'atmosphère, bien entendu. En revanche, pourquoi j'alerte autant? Parce que je considère qu'il y a toujours des solutions, et que c'est pas parce que vous avez été injecté par quelque chose qui effondre régulièrement votre réponse immunitaire qu'il n'y a pas une solution. Quelle est la solution? Arrêtez de vous injecter. Arrêtez de vous injecter, et normalement, en toute logique, vu ce qu'on vient de voir sur l'étude sur les spermatozoïdes, eh bien, on peut espérer que le corps puisse réparer. Alors, deux questions, Alexandra Henrion-Caude. Est-ce que la déclassification des tests de Pfizer, de la fameuse étude, 85 000 pages, souhaitait effectivement que ce soit protégé pendant 50 ans ou 70 ans. Un juge a dit le contraire. Est-ce que ça a montré aussi que c'était pas tout à fait au point? Oui, alors je dois avouer que de ce que j'en ai vu, parce que je vous cacherai pas que je n'ai pas, ce livre de chevet avec ses 85 000 pages, cela conforte ce que les études de Pfizer montraient à la base. Et en fait, on est sur une démonstration de ce qu'on a vu sur des petits effectifs et qui effectivement appelle à la plus grande vigilance. Là où je suis plus inquiète, c'est sur le vaccin, par exemple, les injections géniques des enfants, parce que il y a véritablement triche. C'est-à-dire que on est sûr que les enfants n'ont pas, en fait, vous voyez, dans ces publications de Pfizer, j'arrivais simplement en lisant l'article à trouver les informations qui montraient le contraire de la propagande et de ce qui était marqué. Bon, ça tandis que là, les nouveaux articles, par exemple sur l'injection des enfants, ils ont pris 4526 ou 4000 mettons 4500 environ, plus de 4000 enfants dans leur étude, 3000 ont été sortis de l'étude. Vous imaginez cela? Ont été sortis de l'étude. Ne sont pas mentionnés. Ne sont plus, voilà, c'est-à-dire que vous prenez, alors vous rapportez que vous avez fait une étude sur 4500 enfants. En vérité, vous avez sorti 3000 enfants. Et à la fin, donc vous arrivez... on ne sait pas pour qui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pas sur 3000, effectivement, c'est trop. Donc vous voyez, ça c'est très embêtant parce qu'il y a de la manipulation. Et il y a la manipulation des données, c'est très très préoccupant. C'est évident. Alors, au fond, vous dites aujourd'hui, ça me rappelle un slogan de 68, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Vous dites on arrête tout. Oui, enfin on arrête tout. On continue. Non, parce que j'ai trop de respect et de vraiment
encore une fois, d'admiration sur tout ce que nous avons pu acquérir au cours de ces dernières années. Vive la science et la médecine, quand voilà, même, pour soigner notamment les cancers, mais là on voit des cancers qui échappent à la médecine, hein, on les appelle entre nous des turbo-cancers. Ouais, donc c'est quand même très préoccupant. Donc non, moi je dis continuons à soigner, mais arrêtons de faire une médecine d'une seule maladie. Et arrêtons de faire croire qu'il n'y a qu'une seule solution, surtout qu'elle démontre ses limites, non seulement dans la réponse à la maladie, mais en plus sur les effets indésirables. C'est assez structuré ce que je dis, et je crois que voilà. Et vous dites arrêtons de traiter la population saine comme si elle était malade. Et arrêtons de et réhabilitons le fait de se laver les mains. J'entends trop d'écoles où il n'y a toujours pas de savon dans les toilettes. Je suis désolée de dire qu'on peut pas d'un côté dire on va tous mourir d'une maladie et ne pas avoir de savon accessible dans le train récemment. Encore une fois, les nombres de fois où il n'y a plus de savon. Il y a le gel. Pas dans le train. Même pas dans le train. Non, franchement. Non, mais de toute façon, voilà, rien ne remplace de l'eau et du savon avec une bonne dilution et un bon et rien ne remplace une médecine indépendante et qui traite. Et un suivi médical, parce qu'effectivement, dès lors que vous perdez le suivi médical des médecins qui vous suivent, vous avez une perte de chance qui me semble aussi très grave. Tant qu'on dit c'est une urgence. Eh bien, dans l'urgence, à chaque fois, on perd beaucoup de gens qui n'auraient pas dû mourir. Merci Alexandra Henriot-Caude. Eh bien, avec vous, on va suivre tout cela et on va voir. Et je dirais que qui verra, vivra.